Salut à tous les astrologues amateurs, les astrophiles, les astrospirinautes et les astroprofessionnels aussi, s'il y en a, de venir m'écouter. Je vais comme chaque fois, juste avant la nouvelle lune, peut-être, j'espère que ce sera posté à temps, je vais vous donner les, les quelques grandes lignes de ce qu'il faut comprendre du mois qui va venir. Donc, à partir de ce 23 août, qui donc permet de savoir en fait comment on peut travailler avec cette nouvelle lune. Elle aura lieu le samedi matin tôt, enfin bon, c'est une heure raisonnable encore, ça va, c'est 8h07. On peut noter tout de suite que la méditation que je recommande fortement au moment des nouvelles lunes peut avoir lieu du côté de Nantes à partir de 7h09 par exemple, où on peut voir à 7h14, 7h17 lune et le soleil se lever et méditer jusqu'à 7h22 par exemple, puis recommencer une petite méditation juste 10 minutes ou 20 minutes avant la nouvelle lune qui aura lieu à 8h07. C'est un exemple, hein, à Paris c'est un peu plus tôt, c'est à 6h51 qu'il faudrait commencer la méditation pour voir se lever la lune à 6h57 et le soleil à 7h. Là aussi, vous pouvez arrêter à 7h05, puisque à chaque fois qu'une planète passe sur un ascendant au milieu du ciel, ça dure 5 minutes d'orbe, 4 ou 5 minutes d'orbe d'un côté, 4 ou 5 minutes d'orbe de l'autre côté, donc il faut toujours compter une bonne dizaine de minutes pendant lequel le passage a lieu. De même à Paris, vous pouvez avoir la nouvelle lune à 8h07, là, ça change pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu les horaires. Donc il y aurait deux méditations possibles, une au lever de la nouvelle lune, puisque bizarrement cette nouvelle lune c'est une conjonction soleil-lune juste en tout début de la Vierge, à 0,23 de la Vierge, et en même temps l'ascendant est Vierge, ce qui veut dire qu'il vient de passer donc sur la lune et le soleil en train de se lever en même temps. Donc la graine est triple quoi pour la France. Quand on sait que la France est un pays vierge, on va voir que c'est très intéressant. En tout cas, donc ne loupez pas cette nouvelle lune, puisque comme à chaque fois, la nouvelle lune est très importante pour le mois qui vient, mais elle est plus particulièrement importante pour la France, et quel que soit l'endroit où vous habitez, eh bien, il y aura cette influence forte de la lune pour tous ceux qui vivent en France, qui sont en France. Alors ça sera encore plus fort si on va tout à fait à la pointe de la Bretagne, où en fait, voilà, cette nouvelle lune aura lieu à peu près au lever du soleil. Voilà. Donc, que dire alors, rappelez-vous bien à chaque fois que je fais une nouvelle lune, les pleines lunes sont moins importantes, mais il est à noter que la dernière pleine lune, elle était ascendant Vierge aussi. Donc là, et qu'elle était très très puissante, cette pleine lune. Beaucoup l'ont senti plus ou moins agréablement d'ailleurs, parce que j'avais recommandé de beaucoup méditer, de se reposer par moments pour que les descentes de lumière, le travail qui se fait dans les cellules puisse se faire, puisqu'elle avait un aspect extrêmement fort pour la santé, pour la purification intérieure, et qu'elle n'était pas forcément facile si on était soit dans la distraction, soit dans le forcing, quoi, dans quelque chose où on est trop dans l'effort ou la volonté ou toute rigidité était un peu condamnée avec cette pleine lune nous invitait à revenir en arrière sur nous-mêmes, quoi. Alors là c'est un peu la suite, hein, puisque là la nouvelle lune est donc en maison 12, ce qui indique c'est la maison des problèmes de fond, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre dans le temps. C'est donc les problèmes récurrents, ceux qui viennent tout le temps. Et donc c'est aussi le moyen de le résoudre. On dit que c'est la prison de l'âme, quoi. Cette maison 12, elle a mauvaise réputation, mais il faut savoir aussi que c'est la maison de la méditation, c'est-à-dire en fait où la seule solution n'est pas de se tourner vers l'extérieur, mais de se tourner au contraire vers l'intérieur, parce que c'est là qu'en général que sont la solution des problèmes qu'on croit être à l'extérieur. Évidemment, ils sont bel et bien, d'un point de vue réaliste, ils sont à l'extérieur. Mais en réalité, leur cause est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas. Souvent, les gens ne voient pas les causes, ils attribuent les causes à des personnes, à des décisions, à des lois politiques, à des administrations, enfin à toutes sortes de choses, sans voir que la cause de la plupart de nos problèmes,
vient de l'intérieur de nous. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut analyser cela que individuellement, de manière individualiste, égocentrique, parce que les problèmes collectifs existent bien, les problèmes sociaux existent bien, donc Mais il faut se rappeler que une société, un ensemble d'individus, reste une assemblée, justement, comme je viens de le dire, d'individus, de gens qui ont chacun une intériorité et des opinions et des conceptions et des visions du monde qui sont à peu près différentes peut-être, mais en essence, il y a les mêmes causalités qui agissent. Donc ils sont quand même dans le même bain, certains diront dans la même matrice, c'est une manière de dire, et dans ce bain, ils sont conditionnés. Et le signe de la Vierge est vraiment le signe qui explique comment on est conditionné. Alors il y a d'autres signes de pays qui sont du signe de la Vierge, le Japon, la Suisse, tout ça. C'est des pays à chaque fois très très méticuleux, extrêmement précis dans leur manière de faire. Et la France, voilà. Et c'est un pays vierge, donc c'est un pays qui est concerné par quoi? Ben, d'un point de vue négatif, on pourrait dire, c'est le jugement, hein, le bien et le mal, quoi. Ça c'est bien, ça c'est mal. Les méchants, moi je suis bon, les autres sont méchants. La critique donc qui va avec, hein, c'est-à-dire que dès qu'on est dans le jugement, on va se mettre par la parole à critiquer. Hein, en négatif, c'est la médisance, le mensonge, la calomnie. Ça a été déjà fort avec l'ascendant vierge de la pleine lune et ça peut continuer encore plus fort maintenant que l'ascendant rentre, enfin les deux luminaires rentrent en vierge avec l'ascendant aussi. Bon, évidemment, ça c'est les défauts. Qu'est-ce que c'est en réalité cette faculté critique, ce sens critique? Il y a sur internet, il y a un petit court métrage sur YouTube qui dure à peine 5 minutes, qui s'appelle le sens critique. C'est assez intéressant souvent. C'est quelqu'un qui essaye, avec un côté très vierge, très, très carré, très, très analytique, de voir ce qui se passe dans l'actualité. Bon, c'est intéressant. Ça veut dire que la Vierge, c'est quand même le signe de la raison, du discernement. Alors, d'un point de vue de ce discernement, comment il vient, par où il passe. Si on est dans la critique trop médisante, le mensonge, la calomnie ou même la folie, évidemment, on ne peut pas atteindre cette rationalité. Et par exemple, les ismes, ce qu'on appelle les ismes, les bouddhismes, le catholicisme, le socialisme, communisme, tous les ismes, les bouddhismes, comme je dis souvent, c'est les idéologies, donc c'est aussi le principe de la Vierge, c'est-à-dire comment on adhère à une pensée et on va puiser tous ces raisonnements de ce type de pensée, de cette idéologie. Alors évidemment, par exemple, le rationalisme, c'est contraire à la rationalité. Contrairement à ce que croient les rationalistes, qui se croient, eux, les seuls rationnels, alors qu'en fait, ils sont souvent très irrationnels, puisqu'ils refusent d'étudier les faits, qui ne confortent pas leur croyance que il n'existe que la matière ou que le matérialisme est la seule manière d'expliquer le monde. Or, il y a plein de raisons qui sont également scientifiques, d'ailleurs pour la plupart, ou des témoignages qui montrent que cette vision matérialiste du monde est complètement étriquée, complètement refermée sur elle-même et ne permet pas de comprendre réellement ce qui se passe. Donc voilà, et on pourrait dire la même chose de la science. La science, c'est vraiment l'idéal de la Vierge, c'est comment, par une méthodologie, on peut prouver les choses et avancer petit à petit vers quelque chose qui est raisonnable, on pourrait dire, et qui contient une vision, une connaissance du monde qui nous entoure satisfaisante. Actuellement, la science est remplacée par le scientisme. Or, le scientisme, ce n'est pas la science, c'est l'inverse de la science. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une idéologie assez récente, le technoscientisme en particulier, avec tous nos appareils qui nous servent de prolongement à notre cerveau, que ce soit l'intelligence artificielle ou notre idiophone, comme j'appelle ça. L'intelligence est piégée dans tous ces ismes. C'est plus de l'intelligence, c'est de l'intellect préfabriqué, ce que j'appelle en général la normose, quoi. C'est-à-dire deux maladies, la névrose et la psychose, selon les maîtres de la psychologie, de la psychanalyse, Freud, Jung, Adler, tout ça, mais on pourrait en rajouter pour notre époque, bien relié à la Vierge, le signe de la Vierge, la normose, c'est-à-dire la peur de sortir de la norme, la peur de ne pas être compris des autres, de ne pas être comme les autres, et donc du coup d'en rajouter dans le sens de paraître, pour plaire aux autres, de rajouter dans le sens de la conformité à ce que pensent les autres. Donc ça c'est une maladie typiquement française, et
qui nous rétrécit complètement au niveau de l'intelligence. Évidemment, si on n'ose pas la liberté de la pensée, si on n'ose pas explorer d'autres solutions, bah, évidemment, on reste cantonné dans le prêt-à-penser, quoi, et dans la pensée unique de donc Jacques Chirac, notre grand président, se rengorger, il en était fier, il voyait la pensée unique comme un but en soi-même de la discussion politique. On arrive tous à penser la même chose. Évidemment, dans sa tête, c'était quelque chose de positif, hein. Tout le monde rassemblé ensemble, pour la France, tous ensemble, RPR, Rassemblement pour la République. Bon, sauf que ça niait complètement l'idée de contradiction, de ne pas être d'accord, parce que justement, on voit les choses différemment. Bon, pour arriver à sortir de ces jugements, bien mal, je regardais récemment, parce que c'est le 150e anniversaire de la naissance de Carl Gustav Jung, c'est intéressant de voir que justement il y a la revue Inexplorée, le 66, c'est le chiffre de Proserpine, c'est intéressant, la revue de Inexplorée numéro 66, donc elle a été faite autour du 150e anniversaire de Carl Gustav Jung, et à ce niveau-là elle est très intéressante parce qu'elle décrit, Inexplorée c'est la revue de l'INRES, elle décrit l'inconscient de manière jungienne. Or, l'inconscient est souvent décrit de manière freudienne, et décrire l'inconscient de manière jungienne avec les archétypes, l'animus, l'anima, tout ça, extrêmement intéressant. Je vous rappelle d'ailleurs, je l'avais déjà recommandé au niveau podcast, le Carl Gustav Jung, la totalité de l'homme futur, dans les nuits de France Culture du 21 juillet au 28 juillet, je crois. Si vous l'avez pas écouté, écoutez ça, parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Je vous rappelle que à chaque fois que je fais une petite causerie comme ça, je mets en dessous dans l'explication, je mets un résumé rapide de la situation et surtout des liens qui vous permettent de vous connecter à des informations que j'ai sélectionnées. Bon, elles ont l'avantage, ces informations sélectionnées, de faire parler des gens qui sont des exemples pour moi d'une pensée plus libre, plus comment dire, plus débrouillarde que la pensée française, qui est très engoncée dans son moralisme, là, ce que Nietzsche appelait la moraline, c'est-à-dire cette toxine pour le cerveau, quoi. Et donc voilà, il faut rappeler que la Vierge, c'est aussi la pureté de la Vierge, quoi, c'est-à-dire la mère du Christ, quoi. Et dans ce sens-là, l'Église a remplacé cette pureté de la conscience par une institution complètement fermée. On dit aussi que la France est la fille aînée de l'Église, puisque c'est un pays vierge, donc une ressemblance entre l'Église romaine et puis la France, notre pays. Toutes ces ressemblances sont à prendre avec des pincettes, parce que il faut se rappeler quand même que le christianisme est une trahison du christisme, on pourrait dire, du véritable enseignement du Christ, qu'on peut retrouver dans le livre de Joshua, tome 1 et tome 2 de Daniel Mauroy, qui redonne vraiment par médiumnité, par canalisation, le message réel du Christ. Il y a aussi les lettres du Christ, qui a été faite par, je sais plus qui, un anonyme, je crois. Les lettres du Christ qui sont très intéressantes aussi. Il y a quelques ouvrages comme ça, ou alors les enseignements du Père Antoine, qui était un envoyé au début du XXe siècle, justement pour qu'on puisse éviter les deux grandes guerres mondiales, et qui prévenait du message du Christ vraiment qu'il incarnait lui-même. Bon, donc il y a quelques messages comme ça qui rappellent le christianisme qui a eu lieu pendant toute l'ère cosmique du poisson, quand même, puisqu'on commençant environ moins 200 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin des 60s, là on a l'ère chrétienne de 2158 ans à peu près, enfin voilà. Cette ère chrétienne des poissons, elle est marquée par l'enseignement du Christ, justement. Les Esséniens d'abord, dont il faisait partie, enfin, dont il s'est détaché parce que c'est un avatar, il est allé beaucoup plus loin, mais il est né dans une famille essénienne, quoi. C'était très bien décrit de mémoire d'Esséniens aussi, c'est décrit. Donc c'est des choses un peu à lire pour avoir un aperçu plus, je dirais, plus exact de quel était l'enseignement du Christ, et non pas de déformations qui ont été créées dans l'Empire romain par l'Église catholique et romaine, donc affiliée du coup à une autre énergie qui était l'Empire romain, qui est l'exact inverse les deux JC, on dit toujours ça, les deux JC qui ont Jésus-Christ et Jules César, qui ont créé en fait cette ère des poissons,
l'un qui est l'Empire, hein, le fameux Empire dont on parle dans l'Empire contre-attaque, enfin dans la guerre des étoiles, tout ça, l'Empire avec sa puissance écrasante, hein, l'État, l'organisation de l'État, qui est typiquement le signe de la Vierge, la puissance de l'État. Et d'un autre côté, l'anarchiste mystique, quoi, qui était Jésus-Christ, quoi, et donc son côté non pas contre l'État, mais au-delà de l'État, c'est-à-dire qui se moque des institutions et qui de nos jours rappellerait que les pharisiens, tous ceux qui l'ont attaqué, qui l'ont mené à mort, c'était l'Église de l'époque, quoi. C'est-à-dire, c'est l'institution qui remplace le cœur humain et son vécu, le courage d'aller vivre la paix et l'amour dans le cœur humain. Bon, tout ça, c'est une grosse parenthèse mais c'est intéressant parce que ça explique où on en est dans notre époque. On est dans une époque très très particulière. C'est à la fois la fin de l'ère chrétienne des poissons pour entrer dans l'ère cosmique, on va dire, du Verseau, qui commence à peu près au moment où l'homme met le pied sur la Lune. Alors il y en a qui vont vous dire, ah non, il n'a jamais mis le pied sur la Lune parce qu'on voit le drapeau voler. Enfin, il y a plein de petites preuves comme ça, fabriquées sur mesure pour les complotistes, voilà, mais bon, c'est peut-être pas la peine d'aller démonter ce genre de fake news qui nous alerte sur une immense fake news dans laquelle nous vivrions, qu'ils appellent la matrice, mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est intéressant de voir que cette ère cosmique du Verseau, elle commence par, on sort d'une ère uniquement neptunienne pour entrer dans une autre ère qui est également neptunienne, parce que pour moi l'exaltation de Neptune est en Verseau, donc d'où le danger par l'exaltation d'exagération justement, comme celle que je viens de citer, c'est-à-dire d'inspiration pseudo-intuitives qui viennent plutôt d'illusions, hein, des illusions médiumniques qui peuvent... C'est le problème de la médiumnité par rapport à la spiritualité. La spiritualité peut donner de la médiumnité, mais la médiumnité ne donne pas forcément la spiritualité. Et quand on croit trop dans les images qu'on voit en médiumnité, on peut se retrouver égaré. Ouais. Et c'est le danger avec l'autre maître, le vrai maître, enfin les deux maîtres du Verseau qui sont Saturne et Uranus, qui indiquent l'arrivée d'une science. Donc c'est une ère cosmique au sens que on étudie le cosmos, on découvre le cosmos immense, des galaxies, tout ça, l'exploration spatiale, et de l'autre côté, on étudie le cosmos interne que sont nos mitochondries, nos atomes, nos cellules, et puis l'infiniment petit, les neutrinos, tout ça. On commence à avoir, la science commence à dévoiler petit à petit de plus en plus de phénomènes de fonctionnement, et on découvre par là que ce qu'on avait oublié, où il y avait la matière, et puis la religion, quoi, on va dire, le matérialiste et les spiritualistes, et puis ça c'était une dualité un peu vierge-poisson, quoi. Et là, dans la dualité Lion-Verseau, on s'aperçoit que toute l'énergie, les quantas, tout ça, toute l'énergie, et l'énergie quantique justement, et on s'aperçoit que la dualité n'est plus matière-esprit, qu'elle est plutôt au niveau de l'énergie d'un côté, et l'information de l'autre, comment l'énergie transporte de l'information, c'est ce que font les ondes électromagnétiques en général. Donc on rentre dans une ère où l'électromagnétisme va être étudié, va être utilisé. Évidemment, comme dans tout début d'ère, c'est utilisé de manière plutôt négative. Et en général, les prophètes ou les avatars d'une nouvelle ère arrivent un petit peu après qu'elle ait commencé pour nous mettre en garde contre les dangers de ce qu'elle contient. En tout cas, les pays qui sont marqués par le Verseau, c'est la Russie, mais c'est aussi les États-Unis, dans le sens qu'ils ont Uranus en Gémeaux à l'ascendant. Donc il y a le couple USA-Russie, autrefois USA-URSS, continue à être un couple extrêmement important pour finir ce Kali Yuga. Alors bon, j'en parlais une autre fois, je le promets, je ne le fais pas du Kali Yuga, parce que on n'est plus dans le Kali Yuga, on est rentré dans le Dwapara Yuga, mais il y a une phase de 108 ans avant, qui est assez destructive, et une phase de 108 ans après le début du Dwapara Yuga, qui est une phase d'adaptation, et dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que quand je parle qu'on n'est plus dans le Kali Yuga, les gens se disent, ah bah oui, avec tout ce qui se passe, c'est pas le Kali Yuga, qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est la fin du Kali Yuga, c'est-à-dire la trace de sa fin, qui peut être extrêmement dangereuse, parce que à chaque fois qu'on commence une nouvelle ère, elle ne s'arrête pas d'une manière abrupte en nous rentrant dans un âge d'or, contrairement à ce qui est dit dans certaines croyances hindoues. Ça vient de l'Inde, mais ça a été très déformé. C'est pas moi qui dis ça, c'est Sri Yukteswar. Puis moi j'ai fait les calculs qui l'ont vérifié, et j'avais vérifié auprès d'un disciple de Sri Yukteswar qui m'avait confirmé mes calculs. Donc il y a bien une... si on sait calculer ces choses-là,
on s'aperçoit que les chiffres qui ont été donnés pour la durée des ères des yugas sont assez fantaisistes, et que c'était simplement la vision par les anciens, avant que ça soit modifié par des erreurs de calcul dans le Moyen-Âge, quoi, qui était le cœur du Kali Yuga, justement, et qui a eu lieu partout, y compris en Inde, où les grandes connaissances des rishis, qui étaient étayées par la science astrologique, ont été perdues. Alors, ils ont été maintenus par les yogis, les méditants, les avatars qui ne cessent de naître en Inde, dans cette terre sacrée. Mais quant à la connaissance scientifique qui permettait d'étayer ces démonstrations spirituelles, eh bien, elle a été en partie perdue. Ce qui fait que l'astrologie indienne pêche à certains endroits. Elle est très très technique, elle est très complète, si vous voulez, mais il y a certaines erreurs assez grosses dedans, dues à ces erreurs de calcul qui ont été induites à peu près dans le Moyen-Âge, au moment du cœur du Kali Yuga. Ce que Sri Yukteswar, qui était le grand maître le maître de Paramahansa Yogananda, l'auteur de autobiographie d'un yogi, qu'il faut absolument lire, hein, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Donc son maître, Sri Yukteswar, était astrologue aussi, donc c'était un astrologue totalement réalisé, ça vaut le coup, et ça permet de rectifier ce genre d'erreur qui fait que on est dans le début du Dwapara Yuga, qui est une ère où la connaissance revient en force par rapport aux destructions guerrières du Kali Yuga. Mais comme le Kali Yuga étant fini, il va balancer pendant encore un siècle à peu près son influence néfaste qui s'affaiblit petit à petit, on a forcément des événements qui ne sont pas du tout faciles à gérer. Bon, voilà ce que j'avais à dire. En gros, s'il y avait en conférence, j'ai souvent des questions là-dessus, ça peut durer des fois une bonne demi-heure. Bon, là, ça ne sera pas le cas. Je cloue un peu la parenthèse, bien que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, mais il faudra qu'on fasse un enregistrement là-dessus plus précis. En tout cas, rappelez-vous simplement que la fin des 60s marque avec l'homme qui met le pied sur la Lune, avec l'ère cosmique, avec les Spoutniks, et puis après l'envoi de fusées dans l'espace. Tout ça et sont des preuves qu'on est rentré dans cette ère cosmique du Verseau, puis ces bâtiments immenses en verre et en acier qu'on peut voir à New York, enfin dans toutes les capitales du monde maintenant, sur la tour Montparnasse, ces tours orgueilleuses qui montent à l'assaut du ciel, sont un peu la preuve de cette ère technocratique en même temps et hyper technologique qu'est l'ère du Verseau, avec les dangers que ça constitue, en particulier avec l'IA, qui risque de nous amener dans une bêtise artificielle plutôt que l'intelligence artificielle. Et ça parce qu'on est des apprentis sorciers pour l'instant, ça se voit. Donc voilà ce que la Vierge pose comme problème. Et là, le problème va se poser en plein en France. La nouvelle lune étant en maison 12, la problématique de la Vierge va être posée à fond, quoi. Alors je rappelle que la planète la plus lente en ce moment en Vierge, d'après mes calculs, c'est Apollon, qui se situe à peu près en ce moment sur le sud en Vierge, qui est tout selon les hindous. Et donc ça active fortement à la fois les dangers et l'appel à l'écologique, les dangers des pollutions écologiques et l'appel à l'écologie en même temps. Donc ça veut dire que entourant cet ascendant Vierge, d'un côté on a Orcus, Apollon, nœud sud en Vierge, qui indique que vraiment il faut se préoccuper, y compris en France, que la France doit se préoccuper des pollutions, puisque rappelons que c'est le signe de la pureté, de la purification, la Vierge. Hein, comme la Vierge Marie, c'est un peu... la Vierge Marie, en réalité, évidemment, c'est la mère de Jésus, mais d'un point de vue symbolique, c'est la grande Shakti, c'est-à-dire l'énergie qui commande toute vie à la surface du globe. On pourrait dire que c'est la biosphère, hein, la noosphère étant l'énergie christique, la biosphère étant l'énergie de Marie, la mère, et évidemment les écrits de l'Église en rappelant pas que les enseignements esséniens recommandaient une nourriture à très grande dominance végétarienne. Ils mangeaient un tout petit peu du poisson, ils ne savaient pas autre chose, mais c'était vraiment à grande dominance végétarienne. Ces enseignements christiques sont complètement trahis à la suite par l'Empire romain, qui n'avait pas envie. Il y a beaucoup d'évangiles. C'est Bordeaux Skezeli qui a écrit des choses là-dessus en démontrant que les apôtres, bien qu'il y avait des pêcheurs qui partageaient du poisson aussi, il y avait
quand les apôtres se déplaçaient entre eux dans la Galilée et tout ça, ils mangeaient une nourriture exclusivement, on pourrait dire végane, ce qu'on dirait maintenant, c'est-à-dire végétarienne, avec effectivement quelques fromages de chèvre, tout ça, mais il y avait pas cette consommation de viande, et Jésus ne recommandait pas du tout ça, comme il avait étudié en Inde aussi, il recommandait plutôt une nourriture sattvique, c'est-à-dire une nourriture qui donne la vie, qui contient la vie, et non pas de manger des cadavres, même s'ils sont bien préparés avec une bonne sauce. Ça reste des cadavres, donc ça génère la mort et un certain nombre de maladies, puisque c'était un grand guérisseur, il savait comment guérir avec les mains, mais aussi comment guérir avec la nourriture. Donc à chaque fois que vous mangez du cadavre bien assaisonné avec une très très bonne sauce, et que vous dites c'est succulent, vous vous faites avoir par des artifices, parce qu'en fait si on vous le donne à manger cru, vous ne l'accepteriez pas. Donc ce n'est pas une nourriture pour vous. Tout ce que vous pouvez pas manger cru avec plaisir, c'est que c'est pas une nourriture pour l'humain. Voilà. Et d'ailleurs, la dentition prouve qu'on n'est pas des êtres faits pour manger de la viande, sauf exceptionnellement en cas de glaciation, comme c'est arrivé dans peut-être 4% du temps en Europe. Il y a eu des moments où il a fait tellement froid que les êtres humains sont régressés, ont retourné vers une nourriture carnée, parce qu'il fallait bien survivre. Donc d'où l'avantage de l'être humain, qui peut être omnivore, mais c'est un omnivore végétarien. Et ça se voit excédent. Alors, contrairement à l'omnivore à tendance carniste, comme le chien, qui peut également manger des légumes et du tout, mais qui peut digérer des cadavres, des choses comme ça, très facilement, ou l'ours aussi, qui mange beaucoup de baies et tout ça, ou le miel, mais qui peut manger aussi des petits animaux. Donc l'être humain a cette faculté, mais en fait essentiellement il est végétarien, de par la longueur de son intestin, de par la forme de ses dents, de par etc. Voilà, la manière dont il digère ou pas, dont l'intestin se pollue très fortement en créant des maladies graves à chaque fois qu'on mange trop de viande. Et évidemment, l'Occident mange énormément de viande, beaucoup trop, environ, je ne sais plus le chiffre, je crois que c'est 15 fois plus qu'il y a un siècle, et 30 fois plus qu'il y a 2 siècles. Donc on a largement dépassé la limite permise. Donc ça, la Vierge, c'est aussi la diététique, c'est aussi l'écologie. Donc c'est pour ça que j'en parle là. C'est-à-dire que, je suis pas hors sujet, c'est vraiment, la France est un pays où il y a une bagarre, on va dire, entre des écologistes assez géniaux. On pense à Pierre Rabhi, à Cyril Dion, il y a Jacques Ellul aussi. Il y a une émission qu'il faut absolument écouter, je crois que c'est sur France Culture, Avoir raison avec Jacques Ellul. Faut vraiment voilà, écouter cette émission, parce que Jacques Ellul, c'était un anarchiste christique. Comme moi, donc. Et donc il avait compris en quoi les institutions pouvaient être toxiques pour la civilisation humaine, pour la société et tout ça, et qu'il fallait se situer un peu au-delà des institutions. Et en même temps, il avait une vision assez. Il essayait de voir comment la Bible pouvait être revue et corrigée pour s'adapter à la nouvelle civilisation technocratique et technologique qui était en train d'apparaître. Il a beaucoup critiqué la société technologique, quoi. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Et voilà, donc on est là aussi dans la Vierge. C'est-à-dire l'écologie, c'est la Vierge. L'économie, c'est l'autre aspect de la Vierge. C'est comme astronomie, astrologie, nomos et logos. Nomos, c'est nommer, répertorier, compter, on pourrait dire. Alors que logos, c'est comprendre, analyser, tout ça. Donc de même, l'écologie est supérieure à l'économie, bien que l'économie prenne beaucoup de place. C'est pareil dans les discours sur les astres. L'astronomie prend beaucoup de place, elle décrit les astres, y compris au-delà de nos systèmes solaires très très loin, ce qui permet la connaissance humaine. Mais l'astrologie, elle, explique les astres, c'est-à-dire elle les fait parler, non pas, enfin elle les fait parler, c'est exactement l'inverse. Elle traduit leur langage, parce que leur langage, c'est pas une invention collée dessus, c'est quelque chose qui se transmet et qu'on peut observer. Et c'est ce langage électromagnétique de l'univers, et peut être décodé par l'expérimentation scientifique qui a été faite pendant des siècles sur ce mouvement des astres, qui s'est vraiment amélioré qu'au XXe siècle, où grâce à la connaissance, on peut, les connaissances meilleures des cycles et tout ça. Maintenant, tout astrologue travaille avec les éphémérides de la NASA, quoi. C'est extraordinaire qu'on ait une telle précision dans la position des astres. Alors, ils sont toujours positionnés, évidemment, du point de vue géocentrique, non pas par erreur, comme le diraient certains scientistes malhonnêtes, mais tout simplement parce que nous vivons sur la Terre, et donc nous sommes bien des individus géocentriques eux-mêmes, et comme c'est l'influence des astres sur nous, nous ne sommes pas sur le Soleil, nous ne vivons pas sur le Soleil, nous vivons sur Terre, donc c'est ce qui est intéressant, c'est l'influence
géocentrique des astres, bien que tout astrologue sait très bien que les astres tournent autour du Soleil, y compris la Terre. Voilà. Donc il va falloir, avant de pouvoir rentrer dans cette ère du Verseau, hein, qui a été annoncé par beaucoup d'auteurs, justement, dans on pourrait dire le siècle qui va de la moitié du 19e siècle jusqu'à la fin des 60s. On a cette dernière phase où il y a des très grands êtres qui sont nés pour nous prévenir de ce passage, des très grands philosophes, des très grands artistes, etc. Il y a eu de tout. Carl Gustav Jung aussi, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et ces révélations sont là pour nous aider à éviter la catastrophe qui n'a pas été évitée, puisqu'il y a eu 2 guerres mondiales, et la troisième étant les guerres coloniales qu'on feint d'oublier en France, puisqu'on a été les acteurs principaux avec l'Algérie et tout ça. Mais bon, voilà, donc il y a une série de guerres avant qu'on arrive à ce seuil de la fin des années 70, où il y a un immense mouvement pour la paix qui se lève, évidemment un mouvement pour la paix qui va être inefficace, qui va pas réussir à faire changer le logiciel impitoyable des États et des nationalismes et de la guerre. Comme disait Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, et il n'avait pas tort. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se branche sur l'idée de nation, sans se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être patriote, c'est-à-dire d'aimer l'endroit où on est né pour le défendre au besoin contre les agressions. Et la confusion entre patriote et nationaliste est effrayante, parce que ça n'a rien à voir. Défendre sa patrie, ou sa matrie, j'ai envie de dire, défendre l'endroit où on est né pour ne pas qu'il soit attaqué par ça fait partie des choses qui peuvent être normales, alors que le nationalisme fait croire qu'on est supérieur aux autres parce qu'on est né là. Les imbéciles qui sont nés quelque part, comme chantait Georges Brassens. Donc ces imbéciles qui sont nés quelque part, quand ils vont défendre la France, ils vont défendre la France contre les bougnoules, contre les chintocs, contre les portos. Hein. Ça, il y a toutes sortes d'adjectifs complètement insultants, quoi, pour dire nous sommes une race supérieure, comme les nazis le faisaient, quoi. Les nazis, c'est le national-socialisme, il n'y a pas de socialisme, il y a surtout du nationalisme. Et du racisme, c'est un national-racisme. Il y a un petit... je sais plus vous donner le nom de ce... Bon, ça fait rien. Je passe, c'est un jeune historien qui a fait une BD qui s'appelle Microcosme. Je sais plus son nom, qui fait des petits réflexions historiques sur YouTube. C'est intéressant. Il y en a une où il parle quelle est la différence entre fascisme et socialisme, puisque c'est la marotte des Zemmour et tout ça, de tous les fachos, de prétendre que les plus fachos sont les gens qui sont socialistes ou les communistes. Enfin bref, c'est assez intéressant d'avoir une petite piqûre de rappel sur l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se rappellent pas de l'histoire. Or, ne pas se rappeler de l'histoire, c'est se condamner à la répéter. On ne la répétera jamais assez. Donc, face à cette entrée de l'angle du Verseau, il va falloir qu'on fasse le passage. C'est-à-dire, le passage risque d'être pas sage. Parce qu'on doit rentrer dans ce nouveau paradigme de l'ère du Verseau. C'est-à-dire une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'organiser la société, une nouvelle manière d'organiser l'économie. C'est-à-dire, justement, écologie à la place de l'économie, astrologie à la place de l'astronomie. Enfin, pas à la place, plutôt surmontant, c'est-à-dire donner un sens. L'écologie donne un sens à l'économie, parce qu'on n'est pas en train de bouffer les ressources comme des goinfres avides pour en faire de la richesse et tout bouffer la planète, les arbres et tout ça, tout détruire pour le transformer en monnaie. Donc ça c'est le danger qu'il n'y ait pas d'écologie qui gouverne en fait l'économie. De même, l'astrologie devrait gouverner l'astronomie, c'est-à-dire qu'en fait, elle devrait dire, alors que c'est quasiment l'inverse pour l'instant, les astronomes, les scientistes jouent à ridiculiser sans cesse l'astrologie à longueur d'antenne, c'est effrayant. Alors, comme si c'était pas une science, comme s'il n'y avait pas une connaissance établie par beaucoup de gens intelligents. On peut même trouver des bouquins d'astrologie dans la bibliothèque de Albert Einstein qui en avait étudié un petit peu. Ça l'intéressait pas, parce que c'est un physicien, on peut pas se mélanger, mais en fait, il a des bouquins assez pointus en astrologie, et il s'y intéressait aussi. Donc, il y a des très grands hommes de toutes sortes qui se sont intéressés à l'astrologie, et c'est la preuve que le lavage de cerveau qui est fait pour nous faire croire que l'astrologie est pas une science, ou que ce sont des croyances, ou de l'obscurantisme, comme disent les obscurantistes du scientisme, c'est une magouille énorme, parce qu'en réalité, si vous cherchez dans les groupes francs-maçons à haut niveau, ils utilisent l'astrologie évidemment pour pouvoir mieux placer
un certain nombre de pouvoirs au moment opportun. Alors quels sont leurs buts? Certains ont des buts louables, certains d'entre eux, souvent ceux qui sont dans les bas niveaux d'ailleurs, mais dans les hauts niveaux, des fois il y a des gens qui sont diablement dangereux, j'ai envie de dire. Donc ça faut pas oublier que si ces gens-là jouent d'un côté à faire croire que l'astrologie n'existe pas, c'est pour en garder le pouvoir dans leur propre intérêt. Donc voilà, je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a encore du complotisme qui va se mêler à mes propos et j'aime pas trop ça parce que dans le véritable ésotérisme, on peut dénoncer effectivement certains abus, mais on rentre pas non plus dans le délire complètement hors sol, quoi, comme ce qui se passe parfois. Donc voilà. Donc si on veut sortir du mal, on va dire, qui émerge encore du Kali Yuga pas tout à fait fini, quoi, on va dire ça comme ça, il va falloir trouver comment sortir de l'axe Poisson Vierge définitivement, mais par le haut, quoi, pas par le bas. D'un côté, donc, l'intelligence, la science, tout ça, de l'autre côté, le poisson, l'âme, je rappelle le très bon bouquin de Carl Gustav Jung, L'âme et la vie. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Jung, bah c'est des aphorismes qui sont pris dans certaines de ses conférences partout. Ça peut paraître décousu, mais ça donne une vision globale, parce que comme il a écrit plusieurs livres, voilà. Puis il paraît qu'il vient de sortir le livre rouge de Jung, que j'aimerais bien me procurer, mais enfin voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu, mais qui montrait sa recherche mystique et astrologique, qu'il a gardé secrète, évidemment, parce que fallait pas le dire à l'époque, quoi. Quand c'est pas l'Inquisition qui chassait les astrologues, après ça a été l'Inquisition scientiste, quoi, qui fait semblant de croire que c'est des obscurantistes, alors que c'est ceux qui peuvent éclairer le passage dangereux de notre époque, justement. Donc, la mystique, c'est le domaine poisson, mais c'est aussi l'inconscient, justement. C'est le moment d'en parler. Et c'est aussi les religions, leurs prophètes, leurs avatars, tout ça c'est l'inconscient collectif, quoi, dont a très bien parlé Jung dans L'âme et la vie de Carl Gustav Jung. Donc, si on veut passer au-delà, sortir dignement de cette ère Poisson Vierge, qui je rappelle techniquement est terminée, depuis la fin des 70, mais qui pratiquement, ça va mettre un siècle, la machine infernale qui est toujours lancée en fin d'ère, va commencer à donner ses résultats déjà entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, on l'a vu, c'était terrible, mais ça risque de pas nous servir de leçon, de pas être suffisant. On peut avoir encore des ressucés pendant le début du Dwapara Yuga. Alors des ressucés qu'on peut souhaiter moins graves, on peut souhaiter puisqu'on est capable désormais de détruire totalement la planète grâce à la bombe, mais c'est pas sûr non plus que des fous ne viennent pas au pouvoir. C'est même à peu près certain qu'ils y sont en ce moment, dans presque tous les pays. Je rappelle, reportez-vous aux 5 cavaliers d'Apocalypse qui sont sur mon site. Donc, il va falloir, pour passer dans ce nouveau monde, il va falloir avoir fini de clarifier, d'avoir fini le travail de clarification, de purification de l'inconscient collectif. Ce qu'on peut appeler la matrice. Le film Matrix le montre bien. Il y a quelque chose, il faut arracher en fait la population à une matrice universelle qui est non pas une fabrication uniquement diabolique et tout ça, comme les complotistes veulent le dire, parce que les complotistes ont une mauvaise compréhension de l'ésotérisme. Ils ne voient pas que... En fait, si on n'utilise pas l'astrologie, en fait, on va sentir que certains événements n'arrivent pas du tout par hasard et qu'ils ont l'air d'être télécommandés. Et donc, on va s'imaginer qu'ils sont télécommandés par des forces noires. Mais non, ils sont télécommandés par le cosmos lui-même. Et le travail des forces noires, ce qui existe, n'est pas de fabriquer des événements avec une puissance extraordinaire, puisque c'est les astres, c'est le divin qui fait ça. Et ils n'en sont pas rendus là à ce point de puissance, même s'ils ont des puissances dangereuses. Mais on pourrait dire que cette idée de surpuissance des forces noires est due au manque d'études que l'on a de l'astrologie. Parce que ce qui organise ces événements, souvent difficiles, à l'intérieur de la matrice humaine, de la matrice des sociétés humaines, surtout la société occidentale, ce qui organise ces événements, ce sont des aspects existants qu'on peut parfaitement lire. Donc, si on les lit, à ce moment-là, on peut à la fois voir les magouilles des forces noires, qui sont des forces étatiques, des forces dictatoriales,
enfin des abus de pouvoir, quoi, d'un côté. Et puis de l'autre, on peut voir que ce que vont nous raconter les complotistes qui voient des complots secrets partout, que c'est de la paranoïa. On a deux paranoïas, une qui est au pouvoir, alors que eux, les complotistes, vont appeler l'état profond, tout ça, et qui sont des paranoïas toujours mêlés à la puissance de l'État absolu, comme nos gouvernants actuels, qui font n'importe quoi. C'est-à-dire des espèces d'abus de pouvoir, on va dire tout simplement. La paranoïa est toujours basée sur l'abus de pouvoir, un pouvoir qui devient autiste, qui n'écoute plus le peuple, qui n'écoute plus rien, et qui s'enferme dans la tour dans la tour Trump ou dans la tour Macron. Tout ça, c'est des gens qui sont isolés, ou Poutine dans son Kremlin là, qu'il a besoin d'une table de 12 mètres de long pour parler aux autres, tellement il a peur d'être empoisonné. Enfin, c'est des malades, ce sont des paranoïaques, dont des malades qui sont au pouvoir actuellement partout. Hein. Si vous prenez les 5 cavaliers d'Apocalypse, USA, Grande-Bretagne, France, Israël, Iran, Chine, tout ça, et Russie, vous avez des paranoïaques partout, hein, en ce moment. Mais si on dénonce la paranoïa parce qu'on la ressent et qu'on en a peur, et que cette peur intense nous amène en fait à nous transformer en faux rebelles, parce que le vrai rebelle, pour moi le vrai rebelle, c'est le rebelle christique, l'anard au grand cœur, on pourrait dire ça comme ça. C'est celui qui va refaire le chemin de l'initié pour monter en la montagne. Alors que le faux rebelle, c'est ce que j'appelle le mouton noir, quoi. C'est quelque chose qui est quelqu'un qui croit faire partie de l'élite, quoi. On peut le voir avec certains antivax qui ont repéré en fait qu'il y avait eu des erreurs médicales, mais qui en viennent à être complètement dogmatiques, complètement arrogants avec le fait que eux ils ont compris, les autres n'ont pas compris, donc ils ont tous allé à l'abattoir. Nous on est libre parce qu'on est hors de ça. Cette espèce de fierté qui devient de l'orgueil, ça peut se trouver aussi dans le wokisme, hein, le wokisme extrémiste. Hein, alors woke, ça veut dire réveillé, donc c'est des gens qui sont réveillés, on va dire, de la matrice. Bon, ça c'est très bien. Mais ils deviennent tellement extrémistes par rapport au monde extérieur, ils sont tellement que du coup, ils vont nourrir en eux-mêmes un ressentiment à l'intérieur d'eux-mêmes, une colère, et c'est leur seul moyen de cette colère de s'exprimer, quoi, de dire leur révolte. Je recommande toujours L'homme révolté de Camus. Alors il paraît qu'il est dur à lire. Moi, je n'avais pas trop dur à lire à l'époque, mais bon, il faut croire qu'il y a... Donc, ça veut dire que d'un côté, on a l'inconscient collectif, qu'on peut appeler la matrice si on veut, qui est représentée par cette conjonction en ce moment Jupiter-Proserpine en Cancer. C'est-à-dire que on a bien, avec Jupiter qui est en exaltation en Cancer et Proserpine qui est à l'aise dans le signe du Cancer, c'est un signe très féminin, et Proserpine c'est la planète féminine par excellence, donc on a une montée du féminisme, de l'écoféminisme par exemple, mais qui peut se transformer là aussi en ressentiment. Au lieu de s'attaquer que aux masculinistes, on va s'attaquer à tout genre masculin comme il était globalement coupable de tout ça. Oui, évidemment, il y a vraiment le paternalisme, le patriarcat sont bien une structure collective politique extrêmement grave qui a envahi, alors là, qui a envahi tout le bassin méditerranéen à partir des anciens Grecs, tout ça, enfin, les Juifs, les Grecs, les Romains, puis après toute l'Europe, en fait, puis ensuite à partir de l'Europe, les États-Unis, tout ça. On va dire toutes les civilisations sont nées de ce bassin du Moyen-Orient qui a été à travers la Bible, tout ça, extrêmement patriarcal. Donc on a des logiciels qui sont liés à la première conjonction Neptune-Pluton à l'époque, Uranus et Pluton. Donc ça remonte vraiment. C'est une organisation de la société autour du patriarcat qui peut se terminer peut-être, mais peut-être pas maintenant non plus, parce que ça se termine plus un cycle est long, plus il a du mal à se terminer. Mais néanmoins, comme on rentre dans le Dwapara Yuga, l'un des effets, c'est qu'on voit ce retour des femmes, de l'égalité homme-femme, qui est extrêmement important, qui est revendiqué en tout cas, et qui est activé souvent par les femmes elles-mêmes, et puis maintenant par des nouveaux hommes qui n'hésitent pas, comme on dit, à se déconstruire au niveau du facho masculiniste, quoi. Voilà, donc ça c'est assez important. Mais bon, tout ça, c'est... Donc, du point de vue de la matrice, quelle est cette matrice contre laquelle va Jupiter Proserpine
travaille soi-disant avec l'écoféminisme, et l'écoféminisme, c'est pas parce que c'est les femmes qui vont arriver au pouvoir qu'on va changer ça, parce que la véritable matrice, c'est quoi? C'est le système capitaliste mondialisé. C'est ce que disent les 5 cavaliers, c'est-à-dire que ce système capitaliste nationaliste qui est dans un christianisme complètement conquérant, et ou dans un sionisme complètement conquérant, et qui manipule la science par le scientisme, c'est-à-dire qui trahit la science par le scientisme. Là, j'ai décrit et donc le seul modèle qui peut émerger de tout ça, si vous touillez tout ça, vous avez Poutine et la dictature absolue, quoi. C'est-à-dire un principe antidémocratique en essence, profondeur. Et c'est cette matrice-là qui est au service de l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. C'est avec le mensonge à la clé, renverser celui qui est au pouvoir démocratique pour mettre un dictateur à la place, parce que lui il sera au service du peuple, ce qui est vraiment le mensonge le plus absolu, ça n'a jamais eu lieu. Eh bien, c'est ce qui doit changer. C'est la clarification vierge, le travail de clarification, de purification, il doit se faire en sortant de ce système néolibéral actuellement, qui est une autre phase du capitalisme. Il y en aura d'autres, hein. Là, on a le techno-féodalisme, comme dit Yanis Varoufakis, techno-féodalisme. À chaque fois, il y a des modèles différents de capitalisme, mais l'essence, c'est sur le capitalisme, tel que le décrivait Marx. Marx est gouré, on pourrait dire, sur les solutions à apporter, mais il ne s'est pas gouré. D'ailleurs, écoutez Jacques Ellul, parce que lui, il a bien étudié Marx, et puis il fait un peu la suite, quoi. Comment renverser un système qui est en train de tuer non seulement la nature, mais comme on est un morceau de nature, il est en train de tuer l'humanité. Il est évident qu'il faut renverser ce système. Mais le communisme, le stalinisme, le léninisme, Trotsky, tout ça, n'est pas la solution, puisqu'il a montré son échec flagrant. Donc quand on dit ça aussi, on est pris pour les ex-gauchistes, qu'on appelait les gauchistes autrefois, qui ont comme recette de renverser le capitalisme par une violence dictatoriale qui, évidemment, on a essayé, ça n'a pas marché, parce que le système obtenu a presque été pire. Donc on voit bien que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la vraie question. Donc il faut en finir en clarifiant, en purifiant l'inconscient collectif, c'est-à-dire de cette matrice capitaliste. Tant qu'on croit que la liberté et le libéralisme, c'est la même chose, évidemment, c'est la novlangue, quoi. C'est Orwell, quoi. Orwell a dénoncé le système stalinien, mais on pourrait dénoncer par Orwell de même manière le changement des mots, le système. D'ailleurs, Orwell était contre les deux, puisqu'il était lui-même un anarchiste un peu christique, et donc il avait compris l'essentiel, comme Aldous Huxley aussi avec son 1984, pardon, son meilleur démon de 84, c'est Orwell. Donc voilà. Et l'autre purification, c'est l'inconscient personnel. Plutôt en verso, qui nous dit il va falloir purifier votre mental, parce que s'il est animé par la peur, tout ce que vous pensez est tordu, ou complotiste, ou wokiste, ou nationaliste, ou fasciste, enfin, tous ces bouddhismes sont une manière de coloniser la pensée, et l'intelligence artificielle vient mettre la cerise sur le gâteau là-dessus, en se nourrissant de toutes ces intelligences perverties par des idéologies tordues, et en amenant en fait une espèce de synthèse malade de la véritable conscience, de la véritable intelligence. Si on avait programmé l'intelligence artificielle au-delà du capitalisme, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, si on avait programmé dans une optique humaniste, dans une optique spirituelle, dans une optique comme ça, on aurait des synthèses, par exemple, de tous les plus grands écrivains, de tous les plus grands philosophes, de plus grands artistes, et on pourrait voir à ce moment-là plus clairement, peut-être avec ce trucage, des algorithmes, quoi, on pourrait voir une vision possiblement évolutive pour toute l'humanité. Or, l'intelligence artificielle n'a pas été programmée pour ça, elle a été programmée dans une optique capitaliste pour faire du fric à tous les GAFAM et tout ça. Donc, on a bien, dès le départ, une perversion qui va faire que quand on va synthétiser les informations et les banques de données, tout ça, ça va être synthétisé autour d'éléments totalement pervertis et pervertissants, qui plus est. C'est-à-dire qui amènent la paranoïa petit à petit dans la pensée humaine. Donc, on voit là qu'on est mal barré parce qu'on n'a pas vu que la matrice du système capitaliste mondialisé et ce qu'il faut travailler. Donc,
comment on peut faire ce passage en France? La Vierge nous demande de réfléchir philosophiquement et tout ça. Et le passage, il doit se faire normalement par Chiron. Tout le passage se fait par Chiron. Et Chiron est en ce moment conjoint à Eris, qui est elle-même une planète de passage, un passage destructeur. C'est la planète de la... Eris, c'est la déesse de la destruction. Donc on voit que là, en maison 8, c'est pas la fin de la guerre en ce moment, hein, ça continue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à penser en termes de guerre au lieu de penser en termes de sortir de la matrice, quoi. On sait qu'à chaque fois, le capitalisme, pour renaître de ses cendres, il a besoin d'une guerre. Et là, on l'a déjà vu, ça a merdé déjà 2 fois avec la première et la deuxième guerre mondiale. Les guerres coloniales, c'est la même chose. On veut pomper les pays de leurs ressources, donc on a besoin de faire la guerre pour pas que les gens compillent et puissent réclamer leurs droits. Et là, on a à nouveau l'idée qu'il va falloir faire la guerre parce que on a disons le président antéchristique le plus fort, qui est Poutine, qui lui estime qu'il vient libérer des peuples en les tuant, quoi. On a déjà vu ça, hein, mais bon, c'est bien de le rappeler que c'est ça son projet quand même. Et son projet étant caché, étant de supprimer totalement toute démocratie. Pour lui, la démocratie est un système faible, il faut un homme fort, tout ça. D'où l'idée chez certains complotistes qui deviennent en fait, à force de paranoïa, le ressentiment, c'est ce que disait Wilhelm Reich, hein, psychologie de masse du fascisme, il faut absolument lire ça. Il démontre qu'en fait le ressentiment, la colère accumulée dans des gens qui sont dans l'impuissance, ils vont rêver d'une puissance plus grande qu'eux, en amenant au pouvoir un leader, un Führer, un Duce, un truc comme ça, quelqu'un, un chef charismatique, qui vont imaginer qu'il va résoudre leurs problèmes. Au lieu de prendre en charge leurs problèmes, ça semblait par solidarité, de faire justement des groupes de pression, ou des ONG, ou pourquoi pas des groupes politiques, comme font les activistes écologiques en ce moment, qui arrivent à faire parler d'eux, comme Greenpeace, qui pose à chaque fois les vrais grands problèmes d'une manière assez spectaculaire, mais du coup on est obligé de regarder, on est obligé de se dire, ah d'accord, comme les 2 petites nanas qui ont été condamnées à 1 an de prison parce qu'elles ont jeté la sauce tomate sur une vitre d'un musée, quoi. 1 an de prison pour la sauce tomate sur une vitre. Pourquoi? Parce qu'elles vous disaient, elles savaient que ça allait faire le buzz sur les médias. Ils disaient, comment ça se fait que vous faites le buzz parce que je balance la sauce tomate sur une vitre d'un grand peintre? Ça vous émeut, alors que si vous êtes en train de détruire la planète, ça fait pas le buzz. On voit maintenant que ça fait le buzz, puisque maintenant on nous parle d'écologie partout, ce qui est un bien que les nains, il y en a marre, on nous parle d'écologie. Ah oui, mais le problème c'est que c'est vraiment un sujet dont il faut pas faire que parler, dont il faut adopter des comportements responsables et forts, parce que sinon les États, les industriels, les consommateurs, parce qu'ils réclament dans leurs supermarchés qu'on leur serve, sont en train de détruire tous ensemble la planète. Donc c'est pas que les États et les entreprises, c'est aussi les consommateurs qui, quand ils prennent dans le rayon supermarché de la junk food, on va appeler ça, des nourritures raffinées, raffinées pas au sens subtil, hein, raffinées au sens chimiqué, et qui sont tellement transformées que c'est une nourriture morte, hein, le pain blanc, tout ça, etc. Eh bien, c'est en prenant ça, en disant, ah, c'est bon. Le consommateur, en refusant de changer le goût dans lequel il a été normosé, dans lequel il a été éduqué, dans lequel il est conditionné, en continuant à prendre son petit café, son petit croissant, comme ça, tout ce qui fait le plaisir de la vie soi-disant, alors que c'est des faux plaisirs. En fait, on peut retrouver exactement des équivalences en bio, parfaitement mangeables et pas dégueulasses comme ce qu'on nous propose que ce soit la boulangerie industrielle, que ce soit la boucherie industrielle, que ce soit tous les petits plats préparés industriels. Il y a dans la nourriture biologique et végétarienne, il y a des équivalences très très bonnes, et qui, même s'ils nous paraissent moins bonnes, il faut y aller, parce que sinon c'est la planète qu'on détruit par nos dents, par notre estomac. Donc ça, c'est très important de se rappeler pas ça. Et alors, ce passage, il se fait difficilement. C'est marrant parce qu'il y a le 10 septembre, il y a un appel à se révolter contre le macronisme. Il y a eu un appel dans les rues d'Israël à lutter contre le netanyahouisme. En ce moment, les gens commencent à se réveiller parce que les aspects sont Saturne, Neptune, comme j'avais décrit, Uranus en début Gémeaux et Saturne, Neptune en début Balance. La jeunesse se réveille enfin, il est temps.
elle était un peu endormie par leurs écrans. Et donc, il y a quelque chose qui fait que il y a une révolte possible due au fait qu'en fait, ce passage ne se fait pas. Et donc, c'est comme s'il y avait une envie de violence, qui n'est pas souhaitable, évidemment, mais quand l'État lui-même est violent dans sa répression, dans ses mensonges, dans son insistance à soutenir des criminels de guerre, voilà, comme à Gaza, ou nier des génocides, on reprend exactement le même chemin qui s'est passé avec Munich en 1938, cette espèce de mollesse, de complaisance avec des dictateurs sanguinaires. Ben non, on va pas recommencer 100 fois la même histoire, quoi. Il y en a marre, quoi. On va pas à nouveau entendre le bruit des bottes. Enfin là, ça sera plus le bruit des bottes, ça sera le bruit des le bruit, oups, pardon, le bruit des, attends, voilà, le bruit donc de tout ce qui est des drones, donc, je sais pas si ça enregistre à nouveau, j'ai un petit problème d'enregistrement, on dirait, j'espère que ça enregistre encore. Donc je continue, pour terminer, donc ça sera plus le bruit des bottes, ça sera le bruit des drones. Donc, mais ça revient au même. C'est l'état de guerre, les industries d'armement qui vont renforcer l'économie des pays au lieu d'aller vers l'écologie qui serait la réponse. Voilà. Donc, ce passage, il demande quoi? Pour faire ce passage, il va falloir un regard autocritique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chacun puisse regarder à l'intérieur de lui de manière critique. C'est-à-dire non pas critiquer les autres, voir des méchancetés ou se croire comme certains sous emprise, ou de gens qui essayent de faire avancer les choses. On se met maintenant à critiquer tous ceux qui font évoluer les choses au niveau lumineux et philosophique. Ça y est, on est en train de les dénoncer comme si c'était eux les problèmes, les écologistes, etc. Non, c'est pas eux les problèmes. Le problème, c'est qu'il faut vraiment dénoncer d'où vient le mal, mais dès qu'on est dans le mal et le bien, on s'enfonce dans la moraline. Donc comment éviter la culpabilité ou la culpabilisation, qui sont un peu les deux faces d'une même médaille? Eh ben, il faut un regard autocritique. Le regard autocritique, c'est pas la culpabilité. C'est pas du tout la culpabilité. Il y a on va dire expliquer une chose très importante. Il y a une culpabilité de l'âme, une culpabilité native, on va dire. Celle-là, on la découvre beaucoup plus tard, quand on a déjà fait sa psychothérapie, qu'on a déjà nettoyé les culpabilités parentales, les culpabilités psychologiques, qui sont celles qui sont déclenchées par les parents, les éducateurs, les gouvernants, la manière dont on a été dressé, dont on a été éduqué, comment on a été conduit à croire ça c'est bien, ça c'est mal. Donc toute cette morale collective fait qu'elle est faite pour nous faire sentir coupables quand nous ne sommes pas dans le rang, quand nous ne sommes pas dans la normose. Donc ça c'est la Vierge, hein, c'est un signe qui est très très marqué par le conditionnement, qui est très égocentrique. Souvent on dit c'est quoi les signes les plus égocentriques? On va prendre souvent les signes d'été, Cancer, Lion, Vierge, parce que c'est les signes où en fait on démarre le personnage social, on commence à le construire de manière un peu immature. Le Cancer, c'est comme l'enfant qui veut se faire aimer, quoi. C'est ça au niveau du Cancer, c'est encore très très doux parce que c'est un signe d'eau. En Lion, on va dire ah bah oui, ça c'est le signe qui a le plus d'ego parce que c'est évident, il est très très spectaculaire au niveau de la manière dont il croit avoir raison. Mais quel signe qui est encore plus égocentrique, c'est la Vierge, puisqu'elle vient juste après le Lion, mais elle y réagit au niveau spectaculaire en disant non, moi j'ai pas besoin de faire de spectacle, mais en même temps, elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus analytique dans sa manière de présenter son intelligence. Et ce qui fait qu'on va trouver ce signe de la Vierge comme étant celui de l'arrogance intellectuelle. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Je rappelle, notre cher président a un Saturne rétrograde en Vierge. On voit très bien cette arrogance. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont Saturne rétrograde en Vierge doivent être arrogants, mais il y a une impression avec Saturne rétrograde en Vierge que ce que je pense est la meilleure pensée possible, que ce que je crois
C'est la seule croyance, vraiment, je me suis informé, quoi. Je m'informe aux meilleures sources. Et la meilleure source, c'est quoi pour c'est moi-même. C'est ça le piège. Alors évidemment, il y a des arguments, il y a on va faire des liens ou des trucs comme ça, mais en fait, on est pris dans une espèce d'autosatisfaction intellectuelle qui empêche complètement le regard autocritique. C'est-à-dire ce regard autocritique que je recommande, qui s'obtient par la méditation, parce que si vous commencez à méditer et à faire silence en vous, qu'est-ce qu'il apparaît? Il va apparaître toutes les conneries que vous avez dit dans la journée, elles vont vous apparaître grossièrement. Ah d'accord, j'ai dit ça, ah ouais, ou j'ai fait ça. Et là, on va pas être très fier. Du coup, l'ego, il en prend un coup, parce que c'est pour ça que les gens n'aiment pas la méditation, parce que l'ego en prend un coup dans la gueule, mais géant. À chaque fois que vous arrêtez, que vous regardez, vous faites silence, vous voyez exactement le personnage autre que vous êtes pour les autres. C'est-à-dire, ce que vous avez, là où vous avez exagéré, là où vous êtes vanté, là où vous avez été lâche, vous avez été menteur, enfin, tous les défauts possibles, vous avez eu peur bêtement au lieu de vous exprimer. Enfin, bref, toutes ces formes d'ego différentes, souvent enracinées dans la peur en général, eh bien, cette peur, vous la prenez en pleine gueule, vous la voyez, vous la regardez, et là, vous dites, ah d'accord, j'en suis encore comme un gamin à écouter mes peurs au lieu d'écouter ma conscience. C'est l'un ou l'autre, hein, ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez, je viens de le dire, ah, j'en suis encore là. Et aussitôt, il y a un jugement qui vient, un jugement bien mal. Ah, comment ça se fait que j'en suis encore là? Ah, comment ça se fait que j'en suis encore à cette bêtise? Et tata, et les mots. Or, le regard autocritique doit être seulement un regard. Il ne doit pas se transformer en critique négative. Donc, il doit éviter la culpabilisation, la culpabilité, ou, encore pire, la projection de mes propres défauts sur l'autre. Il y a un problème, hop, c'est la faute à l'autre. Ça, c'est un peu ce que le lion fait, plus que la Vierge, mais enfin, moi, la Vierge le fait en secret. ce qui est encore plus, c'est plus hypocrite, quoi, on va dire. Donc, si on veut que ce regard critique permette le passage à cette clarification que promet la Vierge, il va falloir qu'elle soit dirigée vers une idée que le mal que je contiens est le même que celui que les autres contiennent. Ça, c'est très important. C'est ça qui va mener à la balance après avec l'équilibre avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir que ce que je contiens comme défaut, si j'ai dit défaut, je rentre dans la culpabilisation, dans le jugement, mais si je dis défi, ça change déjà, c'est un côté positif. Je vois que je peux changer. Ce regard autocritique m'amène à changer, à modifier. Et comment modifier ces contenus intérieurs? Il y a l'idée, on pourrait dire, de sortir la notion de bien et de mal, de sortir de cette moraline dont parlait Nietzsche, de sortir de ces jugements culpabilisants ou projectifs. Hein. C'est la faute à l'autre, c'est l'autre qui s'est mal comporté, c'est lui qui a commencé, quoi. Et donc, quand je commence à regarder avec ce regard autocritique, je vais voir que ça va pas s'arrêter à la critique, ça va devenir une vision profonde, une vision en profondeur, silencieuse. Et on va accueillir ce regard dans la paix. On va accueillir ce regard dans la paix intérieure. On va dire, ok, c'est pas une raison pour me voir comme un être mauvais. Je suis le problème que je viens de voir, je m'aperçois que les autres ont exactement le même. Ou même que je l'ai vu de préférence chez les autres avant de le voir en moi. Or, je l'ai en moi. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et là, dans ce regard autocritique, qui va s'acheminer vers un regard accueillant, un regard qui accueille la problématique comme étant une problématique universelle, on sort la notion bien-mal, on sort de là, on s'aperçoit que le mal que l'on projetait vers l'autre était en nous, et que du coup, ça en est le remède. À chaque fois que je vois le mal que je projette sur l'autre, que je le vois en moi, c'est le remède. Parce que ça me permet de voir qu'en fait, j'invente ça pour défendre mon propre ego. Et si je cesse d'inventer ou de croire ça, je commence à m'améliorer tout doucement. Donc d'où la méditation quotidienne, qui doit être quotidienne, parce qu'on agit tous les jours, on pense tous les jours, on dit des choses, on parle tous les jours. Donc c'est tous les jours qu'il faut méditer, pas une fois de temps en temps dans un stage d'été, puis après on oublie. Non, ça c'est vraiment une hygiène comme se brosser les dents, quoi. Si vous brossez les dents une fois par mois, voilà, les caries, tout ça vont s'inviter dans votre bouche. Donc c'est un peu, voilà, c'est à comprendre que ça se fait tous les jours, parce que tous les jours on a cette activité sociale, humaine, relationnelle, qui nous met en contact avec tous les conditionnements, avec les normaux, tout ça, qui nous met en contact aussi avec notre propre ego, qui est pris dans la matrice, mais aussi qui a été éduqué, qui a été normosé, qui a été formaté, et on ne peut se libérer de ces formatages qu'en retrouvant à l'intérieur de soi les vraies forces intérieures que sont les archétypes, c'est-à-dire nos propres planètes. C'est-à-dire que
s'il y a deux outils pour évoluer, c'est l'astrologie et la méditation. L'astrologie, parce qu'elle permet d'expliquer en quoi ce qui nous arrive n'est pas du tout personnel, c'est pas du tout une affaire personnelle, c'est une affaire extrêmement collective, en fait. Ce que fait Saturne, Uranus, Neptune en ce moment, l'aspect de sextile qu'ils font et qu'on voit, dont j'ai déjà parlé, donc je reviens pas dessus, mais c'est extraordinaire le travail qu'ils font. Mais ils le font dans tout le monde, mais à des degrés différents. Selon que vous êtes plus ou moins avancé dans votre éveil personnel, ou dans votre éveil impersonnel, ce qui est encore mieux, eh bien, selon ce que vous êtes en train de découvrir le monde de l'âme et de vous éveiller à l'âme, ou encore mieux de vous éveiller au soi, par effacement définitif de l'ego, eh bien, vous allez ressentir différemment cet aspect extrêmement transcendant que si vous êtes pris encore dans une junk food, dans des comportements addictifs, dans des addictions à certains produits ou à certaines. Je parle pas que des drogues, je parle des drogues aussi licites, café, médicaments, tout ça, enfin, les médicaments peuvent être nécessaires évidemment dans certains moments, mais ceux qui sont pris dans ce cycle des médicaments sans se poser la question est-ce qu'il y a d'autres moyens de se soigner, au bout d'un moment ça devient là aussi une espèce de drogue, une espèce d'addiction. Voilà, donc c'était un peu un résumé de ce que je voulais dire sur ce passage. Alors à signaler que pour l'inconscient personnel, ce sont nos peurs qu'il faut nettoyer. Le passage se fait, et en général, on ne va pouvoir changer les choses dans le monde extérieur, agir correctement dans le monde extérieur, que parce qu'on a été dans le monde intérieur. C'est-à-dire que ce sont des individus conscients d'eux-mêmes qui pourront, en étant même très très peu nombreux, il n'y a pas besoin que ce soit si nombreux que ça, on a toujours cette idée de 51%, enfin l'histoire de la démocratie, et ça c'est au moment du vote, mais c'est pas ça qui détermine un changement de civilisation, c'est le fait que certains êtres sont capables de proposer des manières de faire différentes et qu'elles se répartissent en fait dans la population. Et ça c'est possible à partir d'un individu conscient. Et pour ces individus, pour que tous les individus deviennent conscients, encore une fois, il faut cette pratique d'imitation. Alors, elle est en train d'arriver, je suppose, puisque on a cet aspect Saturne-Neptune en début bélier, sextile à Uranus en Gémeaux. Alors Uranus en Gémeaux, je rappelle que c'est la même position qu'au moment de la naissance des USA. Donc c'est un aspect qui remet en valeur qui peut remettre en valeur le génie démocratique américain. Et puis Saturne-Neptune est en bélier, Saturne-Neptune, c'est l'aspect très très relié à la Russie. C'est le côté froid et mystique de la Russie, avec des fois des fausses mystiques, comme a été le communisme, puis le stalinisme, et maintenant le poutinisme, des mystiques dangereux. Donc on voit par le sextile qu'il peut y avoir une union entre USA et Russie, mais sachant que c'est Trump et Poutine qui sont actuellement les paranoïaques au pouvoir, on voit que ce sextile peut très bien être non évolutif, et qu'il va falloir que ce soit les peuples qui se réveillent, le peuple russe comme le peuple américain, qui se réveillent contre leurs dirigeants. Pour le peuple russe, c'est pas gagné, parce que se révolter dans une dictature comme l'est réellement la Russie, c'est pas facile. Mais comme les USA sont également en train de devenir à toute vitesse une dictature, ils ont encore un fort répondant démocratique, comme on peut le voir par moment, mais c'est pas évident, c'est pas gagné. Il faut cesser en astrologie de dire que les sextiles sont des aspects uniquement positifs. C'est un aspect qui fait que les deux planètes travaillent ensemble. Et là, c'est un aspect... Saturne par rapport à Uranus fait un aspect que j'appelle uranien. Neptune par rapport à Uranus fait un aspect que j'appelle solaire. Et donc, tout ça est très, très puissant. Mais on n'a pas de garde. Et puis, Uranus par rapport à Neptune, oui, c'est ce que je viens de dire. Saturne par rapport à Uranus par rapport à Neptune, oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la dernière fois que ces planètes, le sextile parle du moment où ils étaient en conjonction, et quand ils étaient en conjonction, c'était de 89 à 93, le moment où le monde a basculé, et c'était le moment, la révolte adolescente en fait de l'ère du Verseau qui démarre à ce moment-là, et qui crée une ouverture vraiment apparemment positive, la fin du bloc de l'Est. C'était pas qu'apparemment, d'ailleurs c'était positif, mais les Américains ont cru que ça voulait dire que c'est eux qui avaient raison, alors qu'en fait c'était juste un système horrible qui tombait. Il ne restait plus que le système capitaliste tout aussi horrible à faire tomber. Et là, au contraire, les Américains ont pourri la situation en Russie de manière à empêcher en fait une démocratie d'apparaître. Ils ont favorisé Helsinki, puis Poutine en fait, et Poutine n'est pas du tout
De même que Trump est un produit de Poutine et des hackers russes, il doit beaucoup de sa première victoire à eux. De même, Poutine est un résultat des actions de la CIA en Russie pour empêcher une démocratie, pour mieux contrôler en fait un capitalisme débridé, des lobbies et des pétrodollars, quoi, avec le gaz le gaz et le pétrole russe. Donc en fait, Poutine est l'un des résultats en fait de ce néofascisme. Il faut lire un petit peu la stratégie du choc de Naomi Klein pour bien comprendre comment fonctionne le néolibéralisme, que ce soit au Chili, que ce soit partout, il y a une révolution et ils interviennent pour placer leurs pions. Et donc on a, et je mets pas pour cela les Américains en tête du mal dans le monde, comme le font les complotistes qui croient que c'est Trump va nous, grâce à Poutine, on va être libéré des Ukrainiens qui sont des fachos, et grâce à Netanyahou, on va être libéré des Palestiniens qui sont des fachos. Enfin, il y a une vision complètement inversée à l'envers, alors qu'on voit très bien à quoi mène cette espèce de religion du diable, en fait, qui est un pseudo-judéo-christianisme complètement avili dans le capitalisme, avili dans le nationalisme, avili dans le fascisme. Et c'est bien ça qu'on appelle les 5 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, donc on n'a pas fini avec ça, mais le sextile indique que ce qui est né en 89-93, cette civilisation en fait informatique, et les GAFAM et tout ça, et les gens qui sont nés aussi en 93, ben, il y a une crise évolutive qui a lieu en ce moment-là. Entre les gens qui sont nés entre 89 et 93, on va dire, sont dans une crise évolutive en ce moment, vachement fort. Ils ont envie de passer à l'action, ne serait-ce que pour sauver la planète. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une crise évolutive pour la Russie, mais aussi pour l'Union européenne, puisque l'Union européenne est marquée par la conjonction Uranus-Neptune, puisqu'elle est née à peu près en 92, donc au moment de la conjonction Uranus-Neptune en Capricorne, et donc par le sextile d'Uranus à Neptune en Bélier, Neptune en Bélier, donc carré au Capricorne, hein, c'est pas aidant, hein, ça peut être aussi la mort de l'Europe telle que conçue par le néolibéralisme, mais par le sextile, il y a une idée de peut-être mettre en route une véritable Europe, qui soit plus complète, qui ne soit pas seulement l'Europe des banquiers et des néolibéraux et des lobbies, comme on a fait semblant de croire que c'était une Europe démocratique en installant uniquement ça. Eh bien, il y a une Europe autre, une Europe plus basée sur les valeurs humanistes démocratiques qui peut naître, mais on en est loin pour l'instant, puisque le quota, si vous voulez, des députés au Parlement européen, pour l'instant, c'est un quota à grosse dominante fasciste, et avec au sommet Van der Leyen, comme dit un ami, Van der Leyen, qui elle-même s'acclimate très bien avec Giorgia Meloni, qui elle-même est corrompue au possible avec des histoires de vente de vaccins, que son mari faisait partie de Pfizer. Enfin, il y a des histoires très sombres derrière ça, qui sont pas du tout complotistes, qui sont des histoires réellement concrètes, que la députée Michèle Rivasi avait commencé à faire sortir, et puis elle est morte bizarrement avant. Ça, c'est alors, elle peut être morte naturellement, hein, ça peut être une crise cardiaque naturellement. Enfin bon, il y a quand même mystère là-dessous, quoi. Donc c'est un peu, on est dans une phase vraiment flagrante et le fait que ce soit la Vierge, le signe même de la France qui soit triplé Soleil, Lune et Ascendant en Vierge au moment de la nouvelle Lune là, c'est fort. Uranus est très dominant, il est carré à cette nouvelle Lune, donc ça bouge, ça remue. Le 10 septembre, il peut y avoir une espèce de révolte forte, hein, aussi du peuple, puisque dans le thème de la prise de la Bastille, si vous voulez, la Lune est au tout début Bélier. Si on fait le thème avec la part du monde, on a une Lune à 2 degrés Bélier à peine, un peu avant. Et donc, la conjonction Saturne-Neptune est en train d'approcher dessus, quoi. Donc, on a Uranus rentrant, Pluton rentrant en Verseau, je voulais dire. Oui, il rentre dans là où était le Pluton quand il y a eu aussi bien la Révolution américaine que la Révolution. Alors, la Révolution américaine était encore en Capricorne, mais la Constitution s'est faite avec Pluton en Verseau, et la Révolution française s'est faite avec Pluton en Verseau. Donc on a Pluton qui est en train de terminer un cycle des révolutions démocratiques qu'ont été les USA et la France, et les modèles que ça a pu créer.
on est en train d'arriver en fin de cycle. Quel est le nouveau cycle qui va se créer? Est-ce que la nouvelle démocratie va être fabriquée par l'IA? Est-ce qu'il y a une chance du coup d'être réellement démocratique ou pas? On va vers des drôles de temps, quoi, on va dire. Et ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. En tout cas, si l'Europe doit mourir, c'est pendant ce sextile, mais je pense pas qu'elle va mourir, parce que c'est un sextile, ça va la renforcer. C'est-à-dire que Poutine, paradoxalement, comme quoi, derrière un mal, il y a toujours un bien, paradoxalement, est en train de renforcer l'Europe en lui disant, mais soyez indépendants des États-Unis, bon sang de bonsoir, puisque à chaque fois vous mettez pieds et poings liés en dépendance des États-Unis, en fait, vous empêchez de créer une véritable Europe politique, qui est également une armée pour se défendre, tout ça. On retombe dans le truc de l'armée, mais l'Ukraine a été le révélateur de ça. C'est d'ailleurs intéressant de voir dans la Bible que Gog et Magog, l'histoire de l'Apocalypse, tout ça, Gog et Magog représentent les deux lieux en ce moment. Gog, c'est le sud de la Russie, donc en frontière avec l'Arménie et tout ça, là où il y a eu à nouveau un peuple qui a été génocidé, tout ça. Et l'autre Magog, c'est l'autre ennemi d'Israël. Donc si vous faites le triangle Gog, Magog, Israël, donc Magog c'est plus au sud. Ça peut être le rapport entre Iran et Turquie, des pays qui sont en train la Syrie, tout ça, qui sont en train de bouger dans un sens pas forcément positif non plus. Sauf la Syrie, on ne sait pas trop, mais c'est pas très réjouissant tout ça, les évolutions mais il peut y avoir, voilà, peuvent venir de la Russie comme de l'Iran, comme de la Turquie, des forces, et d'Israël également, des forces dangereuses qui peuvent faire basculer le monde dans la folie, quoi, d'une troisième guerre mondiale. Donc ça, c'est important de se rappeler que cette folie peut ne pas avoir lieu si en fait les individus d'abord, Proserpine, j'appelle ça méditation. Jupiter arrivant sur Proserpine va booster Proserpine, nous le rendre plus réel, plus vivant. La méditation d'abord, l'action ensuite. C'est-à-dire que c'est en regardant en quoi je suis co-responsable de ce qui se passe que je peux changer à l'extérieur quelque chose. Si je vois des ennemis ou le mal partout, je vais projeter ce mal là où je le vois. Alors qu'il y est peut-être, mais il n'y est pas forcément. Si ton œil voit le mal, jette ton œil au loin, disait Jésus. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vue du mal, comme disait le Père Antoine, et les antoinistes, c'était un groupe vraiment de chrétiens, vraiment de chrétiens authentiques, quoi, qui guérissaient par les mains et tout ça, et qui le font encore d'ailleurs. Eh bien, il disait, voilà, tout le malheur du monde arrive par la vue du mal. Le fait de voir le mal nous empêche que ce qu'on appelle bien et mal, c'est des dualités qui existent dans ce monde et qui sont nécessaires pour créer la conscience. C'est ce que disait Jung en parlant de conjunctio ou oppositarum, je crois, c'est-à-dire la conjonction des opposés, ce qu'on appelle l'opposition aussi en astrologie entre les planètes. Et bien l'opposition permet de résoudre les choses par le centre, par la conscience. Donc si on reste dans l'idée de bien et mal, moi je sais bien et toi t'es mal, on s'en sort pas. Mais le bien et le mal sont nécessaires. Dieu, Satan a été inventé par l'Église. Hein, Dieu et Satan, en fait, ce qu'on est à la force de l'ombre, ce que Jung a appelé l'ombre, et il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc, si vous voulez, les deux sont corrélés et nous amènent à évoluer. Si vous voulez chasser l'ombre, vous ne voyez pas que c'est le seul endroit d'où peut venir la lumière. C'est-à-dire que la lumière vient du processus par lequel on va vaincre l'ombre. Non pas en la rejetant, mais justement en l'absorbant dans la lumière. Donc, la lumière viendra des ténèbres, mais les ténèbres ne la reconnaissent pas. Voilà, je ne sais plus si c'est l'évangile de Jean ou l'Apocalypse, je ne sais plus. La lumière vient de la ténèbre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le soi-disant mal ou l'ombre dont parle Jung qui contient nos forces lumineuses, ce qui nous fait le plus peur en nous, nos névroses, nos problématiques, les peurs de notre ego. C'est par là que va venir la lumière. C'est parce qu'on va souffrir de cela, de ces peurs, qu'on va pouvoir aller regarder et guérir. Et de même, mais les ténèbres ne reconnaissent pas cette lumière. Évidemment, l'ignorance, l'inconscient ne reconnaît pas la conscience. Ça, c'est la définition
Mais c'est quand même de l'inconscient. C'est dans l'inconscient que gît le soi cosmique, lumineux, christique. Donc voilà ce que j'ai à dire. Ça paraît tout ça très très envolé, mais on est dans un moment de très haute vibration. Donc excusez-moi de ne pas être précis sur ce qui s'est passé à Washington ou ça, ni ce qui va se passer le 10 septembre en France. Vous verrez que ça correspond à ce que je viens de dire. Mais le fait que Mars soit en balance, conjoint à Makemake, qui est une planète d'héroïsme, opposée à Saturne, Neptune en bélier, tout ça carré en gros à Jupiter, Proserpine en cancer, montre que ça, on est dans des signes cardinaux, des signes un peu violents, un peu. Il y a la violence qui commence à monter, quoi. On va avoir une rentrée très très chaude, ça c'est sûr, et la France va peut-être retrouver l'essence de ce qui la caractérise, c'est-à-dire les Gaulois réfractaires, en espérant que ça ne soit pas, ce côté réfractaire ne soit pas réactionnaire, uniquement réactionnaire, comme malheureusement on peut le penser quand on voit enfin, ceci dit, la pub qui est faite par les grands patrons qui achètent toute la presse pour faire des torchons d'extrême droite, évidemment on nous fait croire que l'extrême droite est partout, alors qu'en fait on va peut-être se rendre compte que les braves gens ne sont pas forcément pour l'extrême droite, ils sont peut-être aussi pour que la justice revienne. Et puis les gens qui ne votent pas sont très nombreux, et ils ont aussi quelque chose à dire, et s'ils ne votent pas, il y a de très bonnes raisons. Alors, il y a de très bonnes raisons par le fait que la trahison des élites vis-à-vis des peuples, bien sûr. Il y a de très mauvaises raisons, en fait, qu'on croit, puisque c'est pourri, tous des pourris, on va plus voter. Bah oui, mais si vous avez encore le droit de voter, profitez-en, parce que regardez les dictatures, ils n'ont plus le droit de voter, et on va pas dire c'est mieux, hein. Bon, voilà. Donc, petit aparté, votez pour le moins pire. Ça ne justifiera pas plus si vous restez aux commandes de votre mécontentement, aux commandes de votre action citoyenne. Et si vous apprenez à désobéir, on va dire ça comme ça, les pouvoirs en place ne pourront vous faire aucun mal. Alors que si vous obéissez trop, sous prétexte de sécurité, on finit par vous enfermer et vous enlever votre liberté. Et ça, la surveillance de masse, tout ça c'est en train de se déclencher à cause de ça. Donc là, il y a une forme de mouvement violent qui peut se faire d'un côté avec le Jupiter et Saturne comme ça, par les forces économiques elles-mêmes, ou par les forces guerrières avec Mars en face. Les événements sont chauds, quoi. Les événements sont très chauds, ils sont pas faciles. Et la France peut jouer le rôle de tempérer les choses. Voilà. Alors sur le thème de Macron, par contre, voilà, ça tombe en plein cette nouvelle lune sur son Saturne, qui est un peu dans, comment dire, qui est en maison 7, certes, mais qui est aussi en maison 8, il peut y avoir une grosse crise, quoi, pour le mec. La conjonction Saturne-Neptune a lieu au carré son soleil, donc il y a quand même une vindicte populaire, on en a marre de lui, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis son Jupiter en cancer ne voit pas venir la vague négative, parce qu'il est complètement enthousiaste sur lui-même. Son égocentrisme est tel qu'avec son Saturne vierge, et c'est son Saturne vierge, le soleil, cette lunaison a lieu exactement sur Saturne, qui indique voilà, là ça va travailler très fort, il va se croire encore investi d'idées géniales, mais par contre on peut lui donner un petit bon point, un seul, parce qu'il n'en mérite pas beaucoup. Sur le plan international, le fait qu'il est, à force d'être mis en question, il est en train de reconnaître à tout petit pas, mais sans dire le mot, attention, hein, le génocide à Gaza, indique une légère volonté de se démarquer du grand frère américain, et de voir que avec Trump, il y a guère de chance de s'entendre sans se faire avoir, puisque il joue gambling, you're gambling with a peace. Il projetait sur Zelensky exactement ce qu'il est en train de faire. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est ce qu'il fait. Il le reprochait à eux. Mais donc, alors, bon, on va dire que la France peut enfin rejouer peut-être son rôle de temporiser, de remettre à condition que Emmanuel Macron arrête de dire des conneries, ce qui n'est pas son genre, mais bon, tout est possible, parce qu'une conjonction comme ça peut amener tout d'un coup une illumination rationnelle, une autocritique et une illumination un peu rationnelle pour changer sa manière de faire et être un peu moins le petit caniche des Américains, en imitant Tony Blair, qui avait transformé l'Angleterre en petit caniche du néolibéralisme américain. Et comme il suit Tony Blair, exactement le modèle, on voit ce que ça donne.
Voilà. Pour les autres pays, on peut regarder rapidement euh, euh, pour- où a lieu cette conjonction pour la Russie. Alors pour les États-Unis, l'ascendant est en Cancer. On sait que et Jupiter est en Cancer, conjoint Proserpine, avec Vénus en Cancer. Donc il y a comme si on regarde l'ensemble, il y a comme une espèce de mise en route du peuple américain qui va peut-être forcer un peu en tordant le dos à Trump dans le dos, qui va peut-être le forcer à faire vraiment la paix qu'il promettait en 24 heures. Voilà, Trump est un peu mal, euh, mais il peut réussir à faire ce qu'il a dit. À quelles conditions, ça on ne sait pas. Alors justement, il faut regarder le thème de la Russie. Et là, on voit que Jupiter est trône au milieu du ciel, ce qui est plutôt de la chance. Et l'ascendant en balance. La Russie commence peut-être à avoir besoin de cette paix, puisqu'elle n'a pas du tout gagné la guerre, mais elle est en train de la gagner petit à petit. Forcément, ils sont 3 4 fois plus nombreux que les Ukrainiens. Et l'accord de paix avec l'ascendant balance pourrait être une opportunité pour Poutine de passer pour un pacifiste, ce qui est vraiment le mensonge le plus terrible. Mais enfin, comme c'est le représentant de l'antéchrist quoi, sur Terre, c'est évident que ce genre de mensonge peut lui permettre de faire une pause pour refaire son attirail guerrier et reporter la guerre un peu plus tard quand il pourra à nouveau écraser ses voisins. Donc en tout cas, Mars en balance à l'ascendant montre bien que son but c'est vraiment de passer pour un héros et qui pourrait donc très bien, avec l'opposition Saturne-Neptune, trouver le moyen avec le besoin un peu, on pourrait dire, à son avis, stupide, le besoin stupide des Occidentaux de préférer la paix à la guerre, alors que pour lui c'est la guerre le meilleur moyen de se faire respecter. Ben, il pourrait très bien jouer le jeu, histoire de se refaire une santé, à condition évidemment qu'on lui donne tout ce qu'il a gagné sur le terrain guerrier. Évidemment, Zelensky ne va pas être d'accord. Donc, mais est-ce que Zelensky a encore le choix? Là, il est à partir du moment où il n'y a plus l'OTAN derrière. Enfin, il y a un jeu subtil là, qui est en train de se jouer qui n'est pas évident. Hein. C'est si Trump et Poutine font la paix à leur manière, en tant que possédants des peuples entiers, en tant que maître absolu de leur peuple, sans demander à leur peuple, évidemment, c'est une paix source de guerre. Ça peut rappeler le traité de Versailles de 1918 qui avait été la cause de l'arrivée d'Hitler et de Mussolini au pouvoir, après aussi surtout d'Hitler. Cette montée des fascismes avait été organisée par cette fausse paix. On risque d'avoir une fausse paix uniquement faite parce que Trump est obligé de satisfaire ses électeurs. Bref, voilà. Alors en tout cas, donc du côté de Washington, cette nouvelle lune a lieu en maison 3, donc le discours, quoi. Bah oui, c'est ce qu'il faut en démocratie, il faut faire des discours. Et, euh, et une discours qui peut être, puisque le maître d'ascendant c'est la lune, qui se transforme en soleil pendant la conjonction de la nouvelle lune, un discours qui peut être, on pourrait dire, presque triomphateur, quoi, comme si le soleil maître de la maison 3 donc, et la lune maître de la maison 2, comme s'il y avait, ah, ça y est, je réussis, vous voyez, je vous l'avais dit que j'ai réussi à faire la paix, quelque chose comme ça. Ok, ça n'empêche pas que le fond du ciel, toujours, il faut regarder l'axe fond du ciel, milieu du ciel, il y a quand même cette conscience écologique dans le pays qui montre. Il faut se rappeler que les États-Unis ont une très forte conscience écologique, parce que c'est un pays très grand avec des parcs nationaux et tout ça, et qui a été l'auteur d'un génocide contre les peuples premiers qui étaient les Amérindiens, et qui, de ce fait-là, a généré une forme de conscience très forte d'une écologie politique positive. Donc ça, faut voir vers où ça mène. En tout cas, le nœud nord en poisson conjoint Nessus au milieu du ciel indique que voilà, les protestants et les adventistes du 7e jour, tous les évangélistes, tout ça vont être contents parce que ils vont voir dans Trump l'envoyé du Christ, alors que c'est l'inverse, il fait partie des 5 cavaliers de l'Apocalypse, il est bien un envoyé de Antéchrist, c'est-à-dire du faux Christ, quoi, qui vient juste avant. Pour la Russie, ben, la nouvelle lune a lieu en maison 11, aide inespérée, bah oui, aide inespérée de qui? Bah de Trump évidemment, puisque lui, il faut qu'il obtienne sa paix, même si c'est une paix de papier, de chiffon, sans aucune garantie. Ben, ça arrange drôlement bien la Russie. S'il n'y a pas de garantie, ils vont signer un truc qui les engage pas, qui leur permettra de continuer la guerre plus tard, puisque l'ascendant, voilà. Donc
Voilà, l'ascendant, le maître ascendant étant Vénus en apparence, Vénus en Cancer, les peuples vont être contents, mais on voit très bien que Vénus en Cancer s'approche de l'opposition à Pluton, donc on a la fausseté qui est signée du côté de la Russie, mais tout est bien, qui finit bien pour eux. J'ai pas été le thème doit être à peu près semblable pour l'Ukraine. Donc ça pose la question de, en tout cas, l'ascendant de Balance peut indiquer qu'effectivement il y a quelque chose qui peut s'approcher de la paix. Pour la Russie, en tout ça, Bacchus au descendant, comme dans le thème de Poutine, indique que ben, tout l'art consiste à tromper l'adversaire pour obtenir des garanties maximales, y compris en étant d'une mauvaise foi totale, comme il avait fait alors c'était pas le traité de Munich, comme les Daladies avaient signé avec Hitler, mais le traité de Munich, c'est marrant, que l'histoire semble se répéter presque avec les mêmes sonorités. Et là, le Bacchus au descendant, très dominant dans le thème de la Russie, indique que c'est la mauvaise foi totale, quoi, tout simplement. Bacchus, c'est le principe de un peu satanique qui est très très fort, quoi. Voilà. Et qui là est plus fort du côté de la Russie que du côté des USA. Voilà. Bon, on a fait le tour. On ne peut pas étudier les thèmes plus longtemps que ça. Sinon, il faudrait plus de temps. Mais ça vous indique qu'il y a encore énormément de boulot au niveau spirituel. Écoutez bien les petits podcasts que je vous indique, surtout celui qui s'appelle Comment les algorithmes tuent la vérité sur Blast, avec Michael Lenné, qui est vraiment génial. Alors ça vraiment, c'est vraiment formidable, quoi. C'est un peu ce que je pense depuis très longtemps, mais il le dit en entier. Un petit bémol, il voit, comme beaucoup de gens, de grands intellectuels français, il met dans le même sac les gens qui ont lutté contre les erreurs vaccinales et les complotistes. Ce qui est vrai dans certains cas et ce qui est faux dans pas mal de cas aussi. Donc cet amalgame est regrettable, mais à part ce petit bémol qu'on peut trouver sur Blast, parce que je rappelle que les gens de gauche ont souvent la vision de la santé publique gratuite pour tous, tout ça, et ils sont souvent pro-vaccinaux, parce que ça a été effectivement dans les années 30, 40, ça, un progrès de la médecine, et puis c'est devenu une affaire de lobby, donc ils se trompent souvent en ayant l'impression que c'est un acquis social, un service public, alors que ce n'est pas un service public, c'est un service qui est devenu complètement capitaliste, et c'est bien pour ça qu'il faut se méfier de tout ce qui est toutes ces démarches d'une pseudo-médecine très très reliée au lobby, alors que la médecine, évidemment, quand elle est donnée à tous et qu'elle est disponible gratuitement à tous, évidemment ça pourrait être un progrès, mais quelle médecine? C'est là le problème maintenant moderne, c'est plus pour ou contre la vaccination, c'est plutôt dire quelle médecine on veut dans un monde où en fait beaucoup de pollutions sont organisées par les scientistes eux-mêmes, hein, au service de technologies pourries, au service de nourriture pourrie, tout ça. C'est pas la science qui fait ça, c'est que la science est devenue la prostituée des lobbies, tout simplement. Ce qui est vraiment triste pour la science, évidemment. Donc c'est la seule raison. Voilà, on va arrêter là. Merci de votre attention et réfléchissez à tout ça et écoutez vraiment ce podcast sur comment les algorithmes tuent la vérité, parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme j'aime bien dire, et ça résume, à part le petit bémol, vraiment ce que j'ai déjà essayé de dire dans pas mal de mes... Ça le résume, puis ça va plus loin, parce qu'il y a des statistiques à l'appui, il y a des preuves scientifiques à l'appui, c'est vraiment un très très belle interview. Et écoutez par ailleurs Blast quand vous pouvez, il y a des dossiers extraordinaires. Merci de votre attention, puis à la prochaine fois pour la pleine lune, qui aura lieu début septembre, le 7 septembre, et puis la nouvelle lune aura lieu le 21 septembre, donc après 7 septembre, il y aura cette grande manif 10 septembre en France, qui paraîtra être la manif du peuple travailleur, et qui aura lieu avec la lune en bélier sur ce Chiron Eris, qui indique encore une fois cette idée de passage en force ou passage en conscience. Voilà toute la question.
Et oui, et les choses doivent changer, effectivement. Il est temps.